Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. C'est Alexandre du Cercle Richelieu qui vous parle. Le 25 janvier 2019, Étienne Chouard publiait, collant à l'actualité des Gilets jaunes, un petit livre intitulé « Notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque ». Je vois qu'il a écouté mes conseils lors de la dernière vidéo où je parlais de lui, où je lui disais justement que ce serait bien d'écrire un livre un petit peu important dans lequel il pourrait développer ses idées. Bon, le livre est pas très grand. Si on compte pas la dernière partie qui ne sert à rien sur les textes de référence, on va dire qu'il fait 70 pages, mais enfin c'est déjà ça. Ce petit livre se veut un récapitulatif de la pensée chouardienne. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je vais le dire. Et je vais répondre aux différents points qu'il avance. Mais avant toute chose, deux précisions. Je sais que je vais avoir droit à la deuxième phrase la plus commune dans les commentaires YouTube après « Vous connaissez l'UPR », c'est-à-dire « Je crois que vous n'avez pas tout à fait compris la pensée de Monsieur Chouard ». Et je vous rappelle que cette carte Joker n'est toujours pas considérée comme un argument en français. Deuxième précision, et après on passe au cœur du problème, Monsieur Chouard est un allié, de fait. Qu'il le veuille ou non, que je le veuille ou non, nous sommes des alliés contre le système actuel. Donc, je me refuse à insulter l'avenir, comme on dit. Je vais plutôt que contrer l'argumentation de Monsieur Chouard, comme dans la précédente vidéo, je vais simplement émettre des réserves sur un certain nombre de points qu'il avance. Mais je le répète, voilà, nous ne sommes pas ennemis. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans un espèce de faux débat dans les commentaires sur ce sujet. Donc fin de l'intro, c'est parti, on commence. Donc Monsieur Chouard explique d'abord quelle est sa méthode. Sa méthode dans la vie de tous les jours, sa méthode quand on se pose un problème face à lui, et sa méthode pour trouver le meilleur régime politique, pour faire avancer son raisonnement. Il cherche la cause des causes. Il appelle ça la méthode d'Hippocrate. Petit clin d'œil d'ailleurs à mes amis aristotéliciens, je crois qu'on dit comme ça, il n'a pas choisi, vous voyez, comme Aristote, la méthode de l'observation de la nature. Mais bon, lui il choisit donc la méthode la cause des causes. Donc, je trouve que c'est un peu une méthode bizarre, parce qu'on peut toujours avoir une cause des causes des causes, une cause des causes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un petit peu sans fin, mais enfin, passons. Mais pour lui, il y a une cause déterminante qui est à la base de l'immense majorité des injustices que nous vivons. La guerre, la corruption, le chômage, le racisme, l'injustice, les abus de pouvoir, les catastrophes écologiques et l'inaction de l'État sur ces points, pour lui, c'est l'impuissance politique des gens bien. Ça, c'est la cause. C'est pas encore la cause de la cause, mais c'est l'impuissance politique des gens bien. Si le peuple avait le pouvoir, il combattrait toutes ces injustices. Bien. Donc, question à partir de là qu'il pose, pourquoi le peuple n'a pas le pouvoir? Une réponse qu'il donne, il pose le problème. On n'est pas encore à la cause des causes, mais presque. Le peuple n'a pas le pouvoir parce que la Constitution est mauvaise. Donc ça, c'est la base du problème. C'est la paresse, la peur, l'ignorance d'une bonne partie de la population qui ont fait que le peuple a abandonné le pouvoir à des élites, en quelque sorte. Donc la Constitution est écrite par les hommes qui sont déjà au pouvoir. Et voici la cause des causes. La cause des causes de tous les problèmes, la cause déterminante, c'est que la Constitution ne devrait pas être écrite par ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts où ceux qui écrivent la Constitution sont ceux qui vont exercer le pouvoir. Donc dans la Constitution, ils ne vont pas prévoir d'éléments qui pourraient contrôler l'exercice de leur pouvoir. Alors je n'ai qu'un problème personnellement avec ce raisonnement pourtant intéressant. La Constitution, malgré toute la symbolique qui l'entoure, pour moi ça demeure un bout de papier. Et Monsieur Chouard, en brillant intellectuel, mais simplement en intellectuel pour le coup, voit dans le problème récurrent de la lâcheté politique républicaine une solution déterminante, la Constitution, soit un bout de papier. En fait, ça me rappelle encore et toujours la passion intellectuelle d'un certain nombre de personnes pour la Constitution parfaite de 1793 qui ne fut jamais appliquée. Sauf que tous ces gens oublient qu'à chaque situation de trouble, guerre ou autre d'ailleurs, nous admettons tous le fait d'oublier ou de suspendre nos textes de loi ou nos textes constitutionnels pour assurer notre sécurité. Aucune constitution n'a jamais prévu son remplacement par une autre. Or, en 2 siècles,
nous avons connu 5 républiques, 2 empires, une restauration royaliste et une fausse royauté, celle de Louis-Philippe. Chaque régime, chaque constitution étant détruite sous le coup d'événements du réel, sur lesquels les intellectuels ont rarement prise, en fait. Petite parenthèse refermée. Monsieur Chouard explique ensuite pourquoi les élections sont antidémocratiques par essence. Il cite Aristote et Montesquieu. Alors, petit point quand même sur Aristote, qui explique donc que les élections, ça place les aristoïs, les meilleurs, en fait, au pouvoir. Pour lui, c'est pas nécessairement négatif. Pas nécessairement négatif. Je suis profondément personnellement contre le système représentatif, mais penser qu'un système purement démocratique réglerait tous les problèmes, comme c'est le cas de M. Chouard, qui voit vraiment un régime parfait dans le régime démocratique, ça me laisse dubitatif au mieux. D'ailleurs, même si M. Chouard pourfend le système représentatif, ça c'est peut-être ce qui est le plus étrange, il ne le condamne pas pour autant. Il souhaite plutôt l'encadrer par l'écriture d'une constitution, prévoyant notamment 2 choses, le tirage au sort, premier point, et le référendum d'initiative citoyenne. Mais là j'ai une question, une vraie question que je pose aux Chouardiens, aux Chouardistes, je ne sais pas comment vous appelez. Il n'y a pas d'ironie, c'est une vraie question, parce il n'en parle pas trop dans son livre. Est-ce que M. Chouard pose la question de l'influence des grands médias sur les choix démocratiques, notamment sur les choix, par exemple, de ceux qui seraient tirés au sort, ou de ceux qui voteraient au référendum d'initiative citoyenne? Et s'il pose cette question, comment il y répond? Si tant est qu'il arrive à avoir une réponse, parce que moi, personnellement, je n'en ai pas, sur la question des médias, je le dis très honnêtement. Alors, autre chose, sur le sujet, récemment, Michel Drac a dit un truc que je trouve intéressant. Globalement, tant qu'il y aura des gens pour prendre au sérieux un match de foot entre le PSG et l'OM, on pourra douter de la pertinence du vote pour un référendum d'initiative citoyenne. Il l'a dit dans une vidéo récente, il s'est fait un peu alpaguer à cause de ça, mais je trouve quand même que la réflexion, bien que simpliste, est quand même réaliste. Je sais que d'ailleurs M. Chouard prévoyait pour le tirage au sort, à une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, la constitution de listes de citoyens éclairés, sur la base du volontariat, qui dirait « moi je suis d'accord pour être tiré au sort », et qui serait placé sur des listes, et après on tirerait au sort les gens qui devraient contrôler nos élus sur ces listes. Je ne sais pas si c'est toujours le cas dans sa conception des choses aujourd'hui, il n'en parle pas vraiment dans son livre. Il veut le tirage au sort en premier lieu pour une assemblée constituante. On a bien compris que c'était quand même un petit peu son obsession, la constituante. Mais on reviendra tout à l'heure sur les différents cas de tirage au sort qu'il présente. Ça me semble intéressant. Alors, petite parenthèse pour dire qu'il rend quand même hommage à la royauté. C'est un hommage inattendu, je ne voyais pas ça arriver. À la page 25, il dit que sous l'Ancien Régime, les grands marchands, et notamment les financiers, étaient influents, mais ils n'étaient pas du tout puissants. Ils devaient respecter la royauté et le clergé. Alors, comme ça arrive pas très souvent quand même qu'un intellectuel plutôt de gauche ait la générosité, l'intelligence de reconnaître ça, Monsieur Chouard, chapeau bas. Voilà, je m'incline, vous êtes un gentilhomme. Revenons aux propos de Monsieur Chouard plus globalement, et revenons surtout à sa critique de l'élection. Pour Chouard, l'élection, c'est le choix parmi des candidats mis en avant par le système. Là encore, personnellement, je suis d'accord. Sur ça, sur tout ce qui est critique du système représentatif, je suis d'accord. C'est sur le reste qu'on est un peu moins d'accord. En fait, il va même plus loin, il dit que l'élection, ça produit un système de domination du petit nombre, maîtrisant le pouvoir financier et le pouvoir médiatique, domination qu'ils exercent sur la majorité, évidemment. Et donc là, il fait le grand procès de l'élection, vis-à-vis de plusieurs points qu'il développe. Premier point, l'élection infantilise les citoyens et les décourage de penser et de défendre le bien commun. On laisse un choix, mais encadré à l'électeur, donc ça l'infantilise. Très bien, moi je suis d'accord avec ça, mais M. Chouard reconnaît que par paresse, le peuple s'infantilise lui-même. Donc je pose la question, est-ce qu'un système purement démocratique avec un référendum d'initiative citoyenne, par exemple, ne serait pas un système finalement qu'on laisserait à la main d'enfants? Voilà, c'est lui-même qui le dit, que le peuple s'infantilise lui-même, donc je pose la question. Le tirage au sort, en comparaison de l'élection, inciterait le citoyen à participer au processus politique. Alors,
Je dis oui, peut-être, mais alors, à partir du moment où il est tiré au sort. Mais si auparavant il ne s'est jamais intéressé au système politique dans lequel il vit, est-ce que ça pose pas un problème, ça aussi? C'est vrai, soyons objectifs, hormis si M. Chouard est toujours sur la base de ces listes de citoyens éclairés pour participer au tirage au sort, si on n'évoque pas cette possibilité, s'il reste sur la base que n'importe qui pourrait être tiré au sort à partir du moment où il est majeur, par exemple, euh, si cette personne ne s'est jamais intéressée au fonctionnement politique de l'État, je me pose quand même des questions sur sa capacité à briller au poste qu'il occupera. Deuxième point, soulevé par M. Chouard, du côté des gouvernants, l'élection mène au pouvoir les pires, c'est-à-dire ceux qui veulent le pouvoir. En fait, pour lui, c'est dramatique parce que ceux qui veulent le pouvoir, c'est absolument ceux à qui il ne faut pas le confier. Mais c'est automatiquement ceux qui l'ont dans un système représentatif. Alors, à un moment, il dit une phrase qui m'a fait sourire à la page 37. On sait depuis 2500 ans qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Alors d'ailleurs, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on sait depuis 2500 ans qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent? Pour moi, là, par contre, on est sur une vérité un petit peu lancée comme ça, mais moi, je suis pas sûr de partager cette opinion. Que le pouvoir total, absolu, que le pouvoir, on va dire, au sommet de l'État appartienne à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, je pense que c'est une bonne chose. C'est pour ça que je suis pour un roi, par exemple. Mais un roi sans tour de ministre, qui eux cherchent le pouvoir. Donc c'est pour ça que ça me pose un petit peu problème. Par contre, il dit quelque chose de très vrai, il dit l'élection pousse au mensonge et favorise les menteurs. Là, je suis d'accord, mais je précise que ça en dit long quand même sur l'état du peuple qui vote pour ces gens. Alors, et après, il continue. Troisième point, l'élection produit une caste de maîtres et non de serviteurs, parce que ce sont des gens qui prennent toutes les charges et qui se retrouvent avec des fonctions officielles très importantes, avec des rémunérations très importantes. Donc finalement, ils ne sont plus au service du peuple. Donc ça, c'était pour la partie. On va casser le régime représentatif. Personnellement, je suis d'accord. Je pense que sur cette page, il y aura d'ailleurs un certain nombre de gens qui seront d'accord également. Néanmoins, je précise qu'il n'entend pas supprimer complètement le système représentatif. Donc d'ailleurs, on va passer à la suite, on va passer aux différents types de tirage au sort, et ce sera la fin de la vidéo. Bien, donc on arrive dans les dernières parties. Il évoque les différents types de tirage au sort qui pourraient être utilisés dans le cadre d'une nouvelle constitution. Premier type de tirage, le tirage au sort pour désigner les chambres de contrôle de tous les pouvoirs. En fait, c'est très simple. Le tirage au sort établirait par exemple une liste de 1000 personnes, on va dire, sur toute la France, qui seraient réunies au sein d'une chambre ou de plusieurs chambres, et cette chambre ou ces chambres contrôleraient à la fois les pouvoirs législatifs, exécutifs. Alors je n'en sais rien sur le pouvoir judiciaire, étant donné qu'il ne rentre pas dans les détails, c'est parfois un petit peu ennuyeux, mais en tout cas, il contrôlerait les pouvoirs politiques et les pouvoirs d'élus, ça c'est une certitude. Le deuxième type de tirage au sort, c'est le tirage au sort pour désigner tout ou partie du corps législatif. Bien, alors là, c'est le Parlement. Là, c'est ce qui se rapprocherait le plus chez Monsieur Chouard de sa tentative d'en finir avec le système représentatif, à base électorale en tout cas. Là, il s'agirait de tirer au sort des gens qui seraient députés ou sénateurs. Donc on pourrait imaginer par exemple que 10% de la Chambre des députés serait tirée au sort, que 20%, que 50%, que 100% aussi, c'est ce qu'il dit lui-même. On peut aller jusque-là, même si j'avoue qu'il ne privilégie pas cette dernière thèse, à savoir que tout le corps législatif soit tiré au sort, parce qu'il sent bien, je pense, que derrière ça fait peut-être un peu beaucoup pour son lecteur. Voilà. Là, il faut l'y amener petit à petit. Troisième type de tirage au sort, le tirage au sort pour désigner l'Assemblée constituante, sans laquelle rien n'adviendra. Alors ça, c'est quand même sa théorie favorite, je pense, celle d'un tirage au sort au sein de toute la population française pour désigner une Assemblée constituante qui serait composée, alors je sais pas, 500, 700, 1000, 2000, 3000, 5000 personnes. Il rentre pas assez dans les détails sur le sujet, en tout cas dans son livre pour que je puisse en parler. S'il y en a qui le savent dans les commentaires, vous pouvez y aller. Moi, je vous avoue que j'ai quelques doutes quand même sur ce dernier tirage au sort. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire que ces gens-là, dont la plupart n'auront évidemment pas les compétences juridiques pour établir un tel document,
vont être entourés de juristes, de politiques professionnels, de hauts fonctionnaires, qui finalement vont un petit peu orienter leur choix, du moins je le crois. Même si lui a une solution, en fait, pour pallier à ça, c'est le dernier point, on va dire, de cette vidéo, ce sont les ateliers constituants. C'est l'éducation populaire, hein, je vous en avais probablement déjà entendu parler de l'éducation populaire. Puisque la solution ne peut pas venir des élus, parce qu'ils sont le problème, il doit venir des citoyens. Donc il faut entraîner les citoyens, il faut les faire muter de la place d'électeurs enfants en citoyens adultes, et ça ne pourra advenir que par l'éducation populaire pour lui, c'est-à-dire dans les ateliers constituants. Alors qu'est-ce que c'est les ateliers constituants ? Ça porte bien son nom. Ce sont des groupes de chouardiens, j'ai envie de dire, plus largement que ça, des groupes de gens qui veulent être des citoyens actifs, qui se regroupent pour élaborer des textes qui auraient une vertu constitutionnelle, quoi. Ça les entraîne en tout cas à l'écriture d'articles constitutionnels. Alors il se trouve que personnellement j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs membres de ce groupe, d'un groupe d'ateliers constitutionnels, qu'ils avaient formé eux-mêmes sur la base des ateliers constitutionnels chouardiens. Ils n'avaient pas vraiment voulu se rattacher à ça, ils avaient voulu être indépendants. Moi j'ai trouvé cette logique très intéressante, et de temps en temps ils faisaient venir des conférenciers sur l'aspect juridique, sur l'aspect politique, sur l'aspect philosophique aussi, qui devaient les aiguiller un petit peu dans leur choix, on va dire, d'écriture. Néanmoins, même si j'ai trouvé ces gens absolument adorables, j'ai trouvé qu'on était quand même à un niveau assez bas, globalement, on va pas se mentir. Je sais que ça amuse beaucoup de gens que je dise on va pas se mentir, mais c'était un niveau type licence 2 de droit. Et c'est pas une honte, hein, il y a pas de honte à ça, évidemment, mais j'ai trouvé que globalement il y avait un amateurisme qui se reflétait un petit peu dans ces travaux d'ateliers constitutionnels, qui rendait le tout beau d'un côté, parce que c'était réellement des gens qui voulaient faire quelque chose pour l'État, qui avaient une vision de leur avenir, mais voilà, c'était quand même très léger, hein, sur l'écriture constitutionnelle, on va pas se mentir. Néanmoins, si dans les commentaires vous avez des liens de gens qui ont écrit des constitutions, même si moi vous savez que je crois que ce n'est qu'un bout de papier, mais si vous avez des liens de gens qui ont écrit des constitutions et que vous voulez les partager pour montrer ce que peut être le travail des ateliers constituants, bah écoutez, avec plaisir. C'était Alexandre du Cercle Richelieu, je vous dis à très bientôt, et devenez royaliste.